Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin d'évoquer une nouveauté italienne, du moins en sortie française, présentée au cinéma d'ailleurs il y a une dizaine de jours et je le rattrape un peu sur le tard. Ce Vermiglio, ça c'est le titre original du nom d'un village au nord de l'Italie qui existe vraiment. Petit rajout de sous-titres pour chez nous, la mariée des montagnes, puisque ça se passe dans un aspect très montagnard. C'est la quatrième réalisation en tant que long métrage de fiction pour Maura Del Pero, dont je découvre ici l'univers, mais je sais qu'elle a parlé pas mal de conditions féminines dans ses précédents récits. C'est un petit peu le cas ici également. Au casting, dans le rôle principal masculin, celui du père, le patriarche, instituteur, nous avons Tommaso Ragno, tandis que la fille aînée Lucia, qui est l'héroïne véritable ici de l'intrigue, eh bien c'est Martina Scrinzi que nous retrouvons, pas forcément connue non plus, mais en tout cas, belle prestation. Idem pour à ses côtés Roberta Rovelli qui joue la mère, sans oublier Giuseppe De Domenico qui interprète celui qui débarque de Sicile, donc du sud de l'Italie, et qui va semer le trouble peut-être dans ce petit village tranquille. Bon, après, je ne vais pas citer toutes les actrices et acteurs, mais il y en a un paquet, notamment des jeunes, puisque nous allons suivre en priorité une famille assez nombreuse, donc le père instituteur patriarche local et son épouse qui ont 9 enfants, bientôt 10, et parmi eux, la fille aînée, Lucia, qui va rencontrer donc un certain Pietro qui débarque de la Sicile, mais surtout, pas vraiment en fait, plutôt en tant que déserteur de la guerre, car je ne l'ai pas dit. Ça se passe en 1944, tout ça. On est plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on a ce soldat qui a lâché le terrain et qui a sauvé au passage le neveu de ce fameux patriarche. Donc, même si en tant que déserteur, c'est mal vu, on va quand même l'accueillir ici puisqu'il a sauvé quelqu'un de la famille. Sauf que ce Pietro, qui parle pas vraiment italien, enfin, il est plus adepte d'un dialecte sicilien, eh bien, va très vite séduire, ou se laisser séduire, c'est réciproque, par Lucia, et les deux vont donc tomber amoureux avant d'être très vite mis en couple, parce qu'attention, on est dans un contexte très catholique, très croyant, dans ce village-là, et il va être donc intégré à la famille, forcément, mais derrière, ça va être légèrement plus compliqué au niveau de la vie conjugale. Je reste vague, mais ça ne va pas se passer comme prévu, et même pas comme vous pourriez l'imaginer. Non, non, non. L'intégration donc de cet étranger local, parce que évidemment, pour le nord de l'Italie, à l'époque, le sud, c'était très exotique. Il y a toujours eu cette rupture nord-sud, on le voit souvent dans le cinéma italien d'ailleurs, et derrière, on va voir un peu les conventions très strictes menées par ce patriarche, cet instituteur, qui est comme, on va dire, le leader du village avec le prêtre. Et on le sent, il règne de main de maître sur sa famille nombreuse, et on comprend très vite que ses enfants aimeraient voir souffler le vent de l'émancipation quelque part. Et ainsi, Lucia, en rencontrant ce jeune homme venu d'ailleurs, eh bien, elle donne des idées indirectement aux autres, qui en avaient peut-être déjà au fond. Donc on va voir un petit peu cette chronique familiale, avec quelques secrets, quelques non-dits ou quelques chuchotements le soir dans la chambre où ils sont tous réunis, parce que c'est une famille assez pauvre, enfin modeste, tout le monde est modeste dans ce milieu-là, un petit peu hors du temps, mais qui vit sa petite vie ancestrale, au final. C'est pas si hors du temps que cela. Pour eux, c'est la guerre qui est hors du temps. Eux, ils essayent d'exister tranquillement, quoi. Mais voilà, ils sont tous agglutinés les uns les autres dans cette famille nombreuse. Et quand donc le père n'est plus là, quand ils peuvent être réunis la nuit tombée, ça papote, ça chuchote, ça bavarde, et ça dit des choses. Et nous, on voit d'autres choses. On voit donc aussi le destin, notamment du fils aîné, qui est un petit peu l'enfant rebelle, et d'une autre des sœurs qui va s'ouvrir autrement, loin, on va dire, des codes de ce catholicisme et de cette main patriarcale par laquelle elle a été élevée. Donc oui, le nœud familial commence un petit peu à se détacher, par l'arrivée de ce monsieur, donc quand même, qui a fui quelque chose qui de toute façon n'était pas dans les priorités, le quotidien de Vermiglio, mais on va aussi comprendre qu'il a fui autre chose,
qu'il ne peut pas fuir plus longtemps que cela. Donc cette petite parenthèse de vie dans la montagne italienne et cette rencontre amoureuse ne va pas pouvoir durer. Et on a un récit ici qui est porté par les 4 saisons. Ça commence l'hiver et ça finit plus ou moins de façon crépusculaire à l'arrivée de l'automne. Et également par les compositions de Vivaldi, les fameuses 4 saisons qui se sont même enseignées, ces 4 morceaux remarquables, les chefs-d'œuvre peut-être de ce compositeur italien, enseignés aux jeunes enfants et tout, et qui vont être joués comme ça sur le phonographe, bon, etc. Il y a du Chopin aussi qui apparaît pour peut-être une douceur plus mélancolique, aussi pour cette musique qui vient d'ailleurs, parce que Chopin n'était pas italien, à l'image de ce Pietro qui vient d'ailleurs aussi. Bon, il y a plein de petites choses là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que ce film est vraiment réussi parce que il raconte beaucoup de choses. Là, j'ai fait un synopsis très pêle-mêle, hein, veuillez m'excuser, mais parce que on pourrait placer le curseur et le focus sur plein de petits trucs, évidemment autour de cette rencontre amoureuse, mais pas que. Il y a beaucoup de richesses et ça développe suffisamment avec intérêt, même si évidemment on aimerait en savoir plus, enfin en savoir plus, en voir plus, en ressentir plus, mais peu importe. Il y a une vraie chronique ici qui nous est présentée et sur 2 heures, c'est assez miraculeux. On peut le dire dans son récit, dans son scénario et à travers sa caméra, les images qu'elle compose, Maura Del Pero a fait quelque chose de très fort. Voulant rendre hommage aussi à sa famille, je crois que c'est son père qui a grandi dans ce village. Peut-être qu'elle, elle ne l'a jamais vraiment connu, si ce n'est en vacances ou en visite. Donc c'est peut-être plus ancré dans ce qu'ont vécu ses grands-parents au sens large, ou ses arrière-grands-parents. Et là, elle revient aux sources d'elle-même pour y faire éclater une petite histoire, loin de la grande histoire, même si cette grande histoire vient justement infuser quelque chose d'autre hein, sur ce petit moment tranquille dans un village qui finalement renfermait une forme de chape de plomb par petits secrets et qui aurait eu envie de vivre autrement, du moins pour certains de ses habitants, surtout les enfants. On le voit, hein, le côté patriarcal qui est là, la mère qui malheureusement est réduite à l'idée d'enfanter quand même un 10e enfant à un moment dans le film. La pauvre, j'ai envie de dire, même si elle n'a pas l'air de s'en plaindre, mais nous on voit à travers la caméra que ça a été son unique destin de vie, et ce patriarche qui essaye de dicter un petit peu ce que ses enfants pourront ou ne pourront pas faire, évidemment aussi dicté lui-même par une condition de vie très, on va dire, modeste, donc il ne peut pas se permettre, par exemple, d'offrir la meilleure éducation, quand bien même lui, il le fait, mais plus tard, s'il y en a qui veulent aller, je ne sais pas, moi, à l'université, ou ne serait-ce qu'au lycée, il va devoir faire des choix, mais c'est lui qui fait les choix pour les autres, et on voit donc certains de ses enfants, les plus grands, questionner cela, plus ou moins en secret, nous, la caméra nous révèle certaines choses, et les petits qui commentent comme ça, qui commencent à comprendre aussi, qui osent dire des choses, voilà, et il y a un petit, par exemple, un des petits garçons, là, qui est très marrant, on sent qu'il a envie de mettre les pieds dans le plat et que et en observant, parce que les enfants sont très observateurs, il comprend que, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça, c'est assez fort. D'ailleurs, la réalisatrice joue beaucoup sur ces cadres et les lieux, que ce soit intérieur, dans l'intimité de la maison, donc la chambre à coucher le soir, une chambre à coucher qui finira le film, d'ailleurs, dans un plan fixe. Alors, une des chambres à coucher, enfin, une sorte de lit vide et tout, qui, d'ailleurs, confère à tout le dernier acte, quelque chose, je le disais, de crépusculaire via l'automne, mais pas que. L'éclairage renforçant cela, hein, puisqu'il y a des contre-jours sur des couchers de soleil ou des levées de soleil au loin, là, vers la fin, qui en disent long. Mais tout ceci étant magnifié par la photographie, qui est réalisée, elle, par Mikhail Krichman, le chef opérateur, qui est russe d'ailleurs, et qui a fait d'autres œuvres au préalable. Je pense qu'il y a eu une belle fusion entre la réalisatrice et son chef-op sur ce travail-là. Il y a une forme d'écrin qui est à la fois chaleureux et intimiste, un peu froid, et qui veut libérer autre chose derrière, donc le carcan de ses secrets. C'est difficile à exprimer, mais j'ai ressenti cette idée de vie paisible, tranquille et tout, dans un autre temps, avec la montagne autour, mais aussi une sorte donc de, je sais pas comment dire, étouffement peut-être, avec parfois
des lueurs un peu blafardes, etc. Évidemment, on joue par rapport aux saisons. Dès que la vie se met en place, on est au printemps, il y a une naissance, mais avant, il y a un mariage. Mais il y a aussi des clichés. Derrière les clichés, il y a des visages. Et derrière les visages, il y a des secrets. On le voit, hein, le père qui essaye de tout contrôler, il essaye de scruter cela. Il le sent lui-même, hein, que peut-être le ver est dans le fruit. Ça fait un peu discours de l'étranger qui débarque et qui rompt l'harmonie. Attention, hein, n'y voyez aucune malice, je pense, derrière le message de la réalisatrice. Mais derrière, c'est juste la fatalité des choses, surtout. C'est que quelqu'un, à la base, en plus, qui a sauvé la vie donc du neveu, là, Attilio, et qui, après, est là, il est accepté, mais en étant accepté, forcément, venant d'ailleurs, bah, lui, il vient de son monde, il se passe quelque chose, le miracle de l'amour, que derrière, forcément, on ne peut pas contrôler, et fatalement, le château de cartes, qui était de toute façon fragile de base, par, on va dire, la main de fer de ce père patriarche instituteur, eh bien oui, tout finit par, à un moment, s'écrouler. C'est aussi ça qui est peut-être dénoncé, le carcan d'une Italie trop traditionnaliste, qui certes peut avoir une certaine bonté par rapport à la religion catholique et tout, mais derrière, il y a des faux semblants. Et donc l'émancipation complexe, qui peut peut-être ici quand même réussir à se faire pour certains des personnages, je reste vague, et bien derrière, on en revient toujours à une forme de tragédie. Oui, il y a quelque chose de tragique, hein, plus on avance dans le film. Mais je ne dirai pas quoi si vous n'avez pas encore vu le film et que vous tombez sur ce podcast. En tout cas, bravo à Maura Del Pero, à toute son équipe, hein, Michael Kretschmann évidemment, et actrices et acteurs qui portent cette œuvre avec une belle reconstitution donc, de cette campagne montagnarde du milieu des années 40 qui donne lieu à presque quelque chose de quasi documenté. C'est de la fiction, évidemment, hein, on voyage pas dans le temps là, mais je sais que la réalisatrice a aussi fait du documentaire, donc elle a travaillé là-dedans en tout cas, et on sent qu'ici, sur le travail de précision et de réalisme, eh bien, ça marche, et ça renforce l'idée, je pense. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu. Il sera encore à l'affiche, hein, dans certains cinémas, j'imagine, pour quelques jours fatalement, mais peut-être encore la semaine prochaine. Tentez-le, parce que moi, cette année, en nouveauté italienne, je n'avais vu que, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, Partenope de Sorrentino, et ça m'avait laissé dubitatif. J'avoue qu'ici, dans un tout autre style, je suis quand même bien plus comblé. Voilà. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!